Jeudi 12 juillet 2018, 15h32. Il faisait 38 degrés sur ce putain d'asphalte de la 7, une chaleur à crever qui faisait trembler l'air au-dessus du goudron. Ça sentait le métal chaud, la gomme brûlée des pneus qui avaient crissé et le sang. Le sang de mes frères qui se mélangeait à la poussière, une odeur que tu n'oublies jamais. Ce jour-là, sur le bitume de l'autoroute du Soleil, on a signé notre arrêt de mort en croyant signer le plus gros coup de notre carrière. Écoute-moi bien et fais-le vite. Like cette vidéo et abonne-toi tout de suite à la chaîne. Ils vont essayer de la faire sauter, de la censurer. Les services, la justice, les mecs d'en haut, ils veulent tous me faire taire, étouffer cette histoire. Cette vidéo, c'est ma seule assurance vie, la seule preuve que je ne suis pas fou et que ce qui s'est passé est bien réel. Alors fais-le maintenant, avant qu'il ne soit trop tard pour moi et pour la vérité. C'est bon? T'es avec nous? Alors accroche-toi bien à ton siège, parce qu'on va rembobiner. On retourne 2 heures avant le carnage, 2 heures avant que notre monde s'écroule, à l'époque où on était encore les rois du monde, ou du moins, les rois de notre petit royaume de béton et de haine dans les quartiers nord de Marseille. On était invincibles, intouchables, et surtout, incroyablement stupides. C'est toujours comme ça que ça commence, non? On filait sur l'autoroute dans l'Audi RS6 gris Nardo, une fusée au sol qui nous donnait l'impression de posséder la route. Sofiane était au volant, le pied lourd, le sourire aux lèvres, concentré comme un pilote de rallye. Yacine était affalé à l'arrière, sa calache entre les jambes. Le son de SCH qui crachait des basses si violentes que les rétroviseurs vibraient. On était une meute, une machine de guerre prête à dévorer sa proie. La climatisation à fond contrastait avec la fournaise extérieure. Dans les quartiers nord, la DZ Mafia était nous. On contrôlait tout, du plus petit point de deal à la plus grosse extorsion. On était jeunes, armés jusqu'aux dents et blindés d'une arrogance sans limite. Cette agra, cette fierté de faire baisser les yeux aux autres, était notre drogue, plus puissante que n'importe quelle coke. On se sentait au-dessus des lois, au-dessus des hommes. On pensait que rien ni personne ne pouvait nous arrêter dans notre ascension fulgurante. Moi, Crimo, J était le soldat, le mec de confiance. J'avais mon survêt de l'OM saison 2017, une casquette Lacoste noire vissée sur le crâne et mes TN blanches, neuves, immaculées. Ma calache, une vieille AKM avec une crosse en bois usée par des dizaines de mains avant les miennes, reposait sur mes genoux. Était plus qu'une arme. Était un sceptre, le symbole de notre pouvoir. Je me sentais invincible, un seigneur de guerre sur l'asphalte. Le plan était d'une simplicité brutale, un tuyau en or, soi-disant, d'un contact au port de Marseille. Un camion, un simple Scania, transportant plusieurs centaines de kilos de cocaïne appartenant à un clan rival des quartiers Est. Le braquet, était faire d'une pierre 2 coups. On récupérait une marchandise d'une valeur colossale et on humiliait nos concurrents sur leur propre terrain. On allait marquer notre territoire, graver notre nom dans la légende du grand banditisme marseillais. Notre confiance était notre plus grande faiblesse. On a à peine fait de repérage. Le tuyau semblait solide, l'opportunité trop belle. La chaleur écrasante nous rendait nonchalants, presque paresseux. On connaissait la 7 par cœur. Était notre terrain de jeu pour les go fast, notre autoroute personnelle. On pensait que l'opération serait une simple formalité, un charbon de plus, mais avec un butin exceptionnel. L'appât du gain et l'ego nous avaient complètement aveuglés. Dans la RS6, l'ambiance était électrique, un mélange d'adrénaline et de camaraderie virile. On se chambrait, on riait fort, on parlait de ce qu'on allait faire avec tout cet oseille. Sofiane voulait une nouvelle voiture, Yacine rêvait d'un investissement à Dubaï. Moi, je voulais juste la reconnaissance, le respect absolu. On était des frères d'armes allant au combat, totalement inconscients que nous n'étions que des agneaux se dirigeant tout droit vers l'abattoir. On s'est posté sur l'aire de repos de Lançon-Provence, à l'ombre précaire d'un pin parasol. La RS6 était garée en marche arrière, prête à bondir, le moteur tournant pour garder l'habitacle au frais. Une Clio de guet, avec 2 petites de la cité à bord, était positionnée quelques kilomètres en amont pour nous donner le signal. L'air était si chaud qu'il semblait vibrer, et le chant des cigales était assourdissant, comme une alarme que nous n'écoutions pas. Puis le téléphone a vibré, un simple message, Scania blanc, immatriculé en Pologne. Il arrive, dans 5 minutes. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, un tambour dans ma poitrine.
Sofiane a écrasé sa cigarette sur le bitume. Yacine a armé sa calache avec un claquement métallique sec qui a résonné dans la voiture. C'était le moment. Le charbon commençait. La tension était palpable. On pouvait la couper au couteau. L'heure de la récolte était venue. Il est apparu au loin, une masse blanche et lente se traînant sur la voie de droite, écrasée par le soleil. Un camion comme des milliers d'autres qui sillonnent cette autoroute chaque jour. Il correspondait parfaitement à la description. Lourd, fatigué, vulnérable. La proie parfaite. On l'a laissé passer. Le temps qu'il s'éloigne un peu de l'aire de repos pour ne pas attirer l'attention. Tout se déroulait exactement comme prévu, sans le moindre accroc. On l'a observé à la jumelle pendant quelques secondes. Le chauffeur, un type d'une 50aine d'années, le visage buriné, un peu bedonnant, avec un simple polo. Il avait l'air d'un prolo, un vieux charclos, qui finissait sa semaine. Un miskin qui n'allait rien comprendre à ce qui lui arrivait. On s'est regardé, un sourire de prédateur sur les lèvres. C'était trop facile, presque décevant. On allait plier ça en moins de 2 minutes. Wesh, regarde-le ce clochard. Il va se pisser dessus, a lâché Yacine en ricanant. Ça va être une formalité, les frères. On prend la marchandise et on se casse. Sofiane a hoché la tête, le regard fixé sur le camion. Il n'y avait aucun doute dans nos esprits, aucune hésitation. On était les loups et ce camion était le mouton. L'arrogance nous avait rendus sourds et aveugles au danger qui se cachait derrière cette façade banale. La RS6 a rugi et a décollé de l'aire de repos, avalant l'asphalte en quelques secondes. On a rattrapé le Scania sans difficulté. Au même moment, la Clio s'est rabattue devant lui, le forçant à ralentir brutalement. On s'est collé à sa gauche, lui fermant toute issue. Le plan se déroulait à la perfection. Une chorégraphie mortelle que nous avions répétée des dizaines de fois. On l'a forcé à s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence. Le piège était refermé. Yacine et moi, on a sauté de la voiture avant même qu'elle ne soit complètement arrêtée. Les portières sont restées ouvertes. Sofiane au volant, moteur hurlant, prêt à déguerpir. On a couru vers la cabine, nos kalachnikovs pointés droit sur la vitre du conducteur. La scène était surréaliste sous le soleil de plomb. 2 mecs en survêtement avec des armes de guerre paralysant le trafic sur l'une des autoroutes les plus fréquentées d'Europe. « Descends, descends de là, le vieux, les mains sur la tête !» J'ai hurlé, la voix déformée par l'adrénaline. « On va pas le répéter, dépêche-toi !» Ma voix résonnait contre le métal du camion. Des voitures ralentissaient, des visages curieux et effrayés derrière les vitres. On était les maîtres du monde à cet instant précis. On tenait la vie de cet homme et le destin de cette autoroute entre nos mains. La portière du camion s'est ouverte, mais avec une lenteur calculée, sans aucune panique. Était le premier détail qui clochait. Pas de tremblement, pas de supplication. Le chauffeur est descendu de sa cabine, posant ses pieds sur le marchepied avec une assurance déconcertante. Il nous a fait face. Il n'avait pas peur. Ses yeux, d'un bleu glacial, analysaient tout, notre position, nos armes, nos angles morts. Il n'en était pas une victime. Il était un observateur. Il ne ressemblait pas à un homme effrayé. Son calme était une insulte, une anomalie terrifiante dans notre scénario parfaitement huilé. Il nous a regardés, Yacine et moi, l'un après l'autre, comme s'il nous évaluait, comme s'il calculait le niveau de menace que nous représentions. Était un regard que je n'avais jamais vu. Pas la peur d'un civil, mais la concentration glaciale d'un professionnel. Un frisson a parcouru mon échine malgré les 38 degrés. Le chauffeur n'a pas mis les mains sur la tête. Il les a gardées le long de son corps, légèrement écartées, les paumes ouvertes. Un geste de non-agression qui était pourtant plein de menaces. Il nous a jaugé du regard, et sa présence seule a changé toute la dynamique de la scène. L'air est devenu plus lourd, plus dense. Le bruit des voitures qui passaient semblait s'éloigner, comme si nous étions dans une bulle de silence tendu. Tu aurais fait quoi à ma place? Tu continues, tu suis le plan, ou tu écoutes cette petite voix dans ta tête qui te hurle que quelque chose est fondamentalement anormal. J'ai choisi d'ignorer cette voix. La agra, l'ego, la pression du groupe. On ne pouvait pas reculer. Reculer, était la honte, la fin de notre réputation. Alors j'ai resserré ma prise sur ma calache. J'ai fait un pas en avant, essayant de reprendre le contrôle par l'intimidation. « T'es sourd ou quoi, le vieux ?» « J'ai dit les mains sur la tête !» a crié Yacine, sa voix trahissant une pointe de nervosité. Il sentait la même chose que moi. Ce calme était un poison. Le chauffeur a alors tourné son regard vers Yacine, sans la moindre trace d'émotion.
Il a juste secoué la tête, très lentement, comme un père qui gronderait son enfant pour une bêtise. Ce simple geste était plus effrayant que n'importe quelle menace. Le doute s'est insinué en moi comme un venin glacial. J'ai regardé ses mains, des mains calleuses, puissantes, pas celles d'un simple routier. J'ai regardé sa posture, bien campée sur ses jambes, prête à bondir. Ce n'était pas un charclos-hic. C'était autre chose, une chose que nous n'aurions jamais dû déranger. Le plan parfait était en train de se transformer en un cauchemar éveillé, et nous étions les personnages principaux piégés à l'intérieur. Puis il a parlé. Sa voix était posée, grave, sans la moindre vibration. « Les gars, vous faites une très grosse erreur. Ce n'était pas une supplique, c'était un constat, un avertissement. Il nous donnait une dernière chance de partir, de sauver nos vies. Mais nous étions trop jeunes, trop arrogants pour comprendre. Pour nous, c'était juste un vieux qui tentait un coup de bluff, l'erreur de notre vie. Le dernier son de raison avant le déchaînement de l'enfer. Yacine n'a pas supporté cette provocation. L'humiliation de se faire tenir tête par ce vieux a fait sauter ses plombs. Il a hurlé un « ferme ta gueule » et s'est avancé pour lui donner un coup avec la crosse de sa calache. Il voulait le briser, lui rappeler qui commandait. Ce mouvement, ce geste d'agression ultime a été le déclencheur. Il a signé l'arrêt de mort de Yacine et le nôtre par la même occasion. L'explosion a été un éclair de violence pure, une chorégraphie de mort si rapide que mon cerveau n'a pas pu la traiter. Le mouvement du chauffeur était inhumain. Au lieu de reculer, il a pivoté sur lui-même, utilisant l'élan de Yacine contre lui. Il a dévié le coup de crosse avec son avant-bras, tout en utilisant la portière ouverte du camion comme bouclier et comme point d'appui. En une fraction de seconde, il était hors de la ligne de mire. Avant même que Yacine ne puisse comprendre son échec, le chauffeur avait sorti une arme de poing de sous sa veste, un SIG Sauer P226. Je l'ai su plus tard. Il n'a pas visé. Il a pointé et tiré. 2 détonations sèches, précises, chirurgicales. Pas. Le bruit a claqué dans l'air surchauffé. Yacine s'est effondré comme une poupée de chiffon, une fleur rouge sang se épanouissant sur son front. Il était mort avant même de toucher le sol. Sans la moindre pause, le prédateur a pivoté vers la RS6. Sofiane, pétrifié derrière son volant, a eu juste le temps de écarquiller les yeux. Pas. 2 autres tirs. Les balles ont traversé le pare-brise comme du beurre. Sofiane a été projeté en arrière sur son siège, sa tête heurtant violemment la vitre latérale. La voiture, privée de son pilote, a fait une embardée et a heurté doucement la glissière de sécurité. Le silence est retombé, seulement troublé par le moteur qui tournait encore. Mon monde s'est arrêté. J était paralysé, le souffle coupé, incapable de comprendre la vitesse et la précision de l'exécution. J'ai tenté de lever ma calache, de tirer une rafale, n'importe quoi. Mais mes mains tremblaient, ma gâchette semblait peser une tonne. L'arme s'est enrayée. Un clic dérisoire face à ce monstre d'efficacité. J était un amateur, un enfant avec un jouet trop grand pour lui, face à un professionnel de la mort. Le légionnaire était déjà sur moi. Il a couvert les quelques mètres qui nous séparaient en une foulée. Il n'a pas tiré. Il n'en avait pas besoin. Il a attrapé le canon de ma calache et l'a tordu avec une force surhumaine. D'un mouvement sec, il m'a appliqué une clé de bras qui a disloqué mon épaule dans un craquement sinistre. La douleur a explosé dans mon corps, une vague de feu qui m'a submergé. Je suis tombé à genoux, hurlant de douleur et de terreur, l'arme arrachée de mes mains. En moins de 5 secondes, le rapport de force S était inversé de la manière la plus brutale qui soit. Les prédateurs étaient devenus des proies. Yacine et Sofiane étaient de mort, et J était neutralisé, brisé, à la merci d'un homme qui venait de démanteler notre équipe avec une facilité déconcertante. Le roi de la cité N était plus qu'un gamin qui pleurait sur le goudron brûlant. Le combat était terminé. Le silence était assourdissant, seulement brisé par mes propres sanglots et le ronronnement du moteur de la RS6. Le chauffeur, qui n'était plus un chauffeur mais un bourreau, se tenait au-dessus de moi, son arme pointée vers le sol, respirant calmement. Il a sorti un téléphone satellite de sa poche et a passé un appel discret, parlant dans une langue que je ne reconnaissais pas. Il n'a pas dit plus de 10 mots. Moins de 3 minutes plus tard, l'impensable s'est produit. 2 Peugeot 508 noirs banalisés sont arrivés à pleine vitesse, à contresens sur l'autoroute, forçant les voitures à s'écarter dans un concert de klaxons. Elles se sont arrêtées en travers de la route, bloquant toute la circulation.
Des hommes en civil en sont sortis, armés, se déplaçant avec une coordination militaire. Ilnan était pas des Schmitt. C était autre chose, bien plus haut dans la chaîne alimentaire. Ils ont sécurisé le périmètre avec une efficacité glaçante, sans un mot, communiquant par des gestes. L'un d'eux est venu vers moi, m'a mis à plat ventre et m'a menotté les mains dans le dos avec une brutalité professionnelle. La BAC et les gendarmes sont arrivés bien plus tard, toutes sirènes hurlantes. Mais ils ont été maintenus à distance par ces hommes en civil qui leur ont montré une carte ou un badge qui les a immédiatement calmés. Ils n'avaient aucune autorité ici. L'humiliation suprême. Moi, Crimo, le caïd des quartiers nord, celui qui faisait trembler les anciens, j'y étais à genoux sur le goudron, pleurant comme un enfant, le visage couvert de morve et de larmes. Pendant ce temps, le légionnaire, l'adjudant du 2e rep, comme je l'apprendrai plus tard, récupérait froidement les douilles de son SIG Sauer sur la scène de crime, effaçant les preuves de son intervention. Il nettoyait son travail, comme un artisan après une journée bien remplie. La version officielle, celle que vous avez lue dans la Provence ou vue sur BFM TV, parlait d'un violent règlement de compte sur la 7 et privilégiait la piste du narco-banditisme. Un mensonge d'État pour couvrir une opération secrète. Mes frères N n'étaient pas morts dans une guerre de gang. Ils avaient été éliminés par un soldat d'élite protégeant un secret défense. Nous, n'étions qu'un dommage collatéral. Une note de bas de page dans un rapport classifié. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, je ne suis pas à la prison des Baumettes. Je n'ai jamais eu de vrai procès. Pas d'avocat commis d'office, rien. Ils m'ont mis dans un trou. Une prison de haute sécurité quelque part près de Paris. J'ai été interrogé pendant des mois par des gens qui ne sont pas des flics, des hommes en costume qui ne se présentaient jamais. Ils voulaient tout savoir sur notre réseau, nos contacts, nos plans. J'y étais leur mine d'informations. Je suis dans une cellule d'isolement. La lumière est toujours allumée. J'ai vieilli de 20 ans en 6 ans. Je suis un homme brisé, hanté par les visages de Sofiane et Yacine et par les yeux bleus et froids de ce soldat. Il est probablement quelque part en opération, continuant sa mission, tandis que moi, je suis un fantôme dans le système, un exemple de ce qui arrive quand on touche aux mauvaises personnes. Ma peine n'a pas de fin. On se prenait pour des loups, les maîtres de la jungle urbaine. On pensait que nos calaches faisaient de nous des rois, que la loi de la rue était la seule qui comptait. On distribuait la Agra à tour de bras, on se nourrissait de la peur des plus faibles. Mais ce jour-là, sur cette autoroute, on n'a pas attaqué un autre loup ou un mouton. On a attaqué le berger. Et le berger protège son troupeau avec une violence que nous ne pouvions même pas imaginer. La leçon, la voilà. La vraie Agra, ce n'est pas celle que tu fais subir à un mec de la cité rivale pour une histoire de territoire. La vraie Agra, la vraie humiliation, c'est celle que l'État te fait subir quand tu touches, même sans le savoir, à ses secrets les plus profonds. Il y a toujours un prédateur plus gros, plus fort, plus impitoyable que toi dans la chaîne alimentaire. Et nous, ce jour-là, on a juste servi d'exemple. Un exemple sanglant gravé dans le bitume de la 7. Jeudi 12 juillet 2018, 15h32. Il faisait 38 degrés sur ce putain d'asphalte de la 7, une chaleur à crever qui faisait trembler l'air au-dessus du goudron. Ça sentait le métal chaud, la gomme brûlée des pneus qui avaient crissé et le sang de mes frères qui se mélangeait à la poussière, une odeur que tu n'oublies jamais. Ce jour-là, sur le bitume de l'autoroute du Soleil, on a signé notre arrêt de mort en croyant signer le plus gros coup de notre carrière. Écoute-moi bien, et fais-le vite. Like cette vidéo et abonne-toi tout de suite à la chaîne. Ils vont essayer de la faire sauter, de la censurer. Les services, la justice, les mecs d'en haut, ils veulent tous me faire taire, étouffer cette histoire. Cette vidéo, c'est ma seule assurance vie, la seule preuve que je ne suis pas fou et que ce qui s'est passé est bien réel. Alors fais-le maintenant, avant qu'il ne soit trop tard pour moi et pour la vérité. C'est bon? T'es avec nous? Alors accroche-toi bien à ton siège, parce qu'on va rembobiner. On retourne 2 heures avant le carnage, 2 heures avant que notre monde s'écroule. À l'époque où on était encore les rois du monde, ou du moins, les rois de notre petit royaume de béton et de haine dans les quartiers nord de Marseille. On était invincibles, intouchables, et surtout, incroyablement stupides. C'est toujours comme ça que ça commence, non? On filait sur l'autoroute dans l'Audi RS6 gris Nardo, une fusée au sol qui nous donnait l'impression de posséder la route. Sofiane était au volant, le pied lourd, le sourire aux lèvres,
concentré comme un pilote de rallye. Yacine était affalé à l'arrière, sa calache entre les jambes, le son de SCH qui crachait des basses si violentes que les rétroviseurs vibraient. On était une meute, une machine de guerre prête à dévorer sa proie. La climatisation à fond contrastait avec la fournaise extérieure. Dans les quartiers nord, la DZ Mafia, était nous. On contrôlait tout, du plus petit point de deal à la plus grosse extorsion. On était jeunes, armés jusqu'aux dents et blindés d'une arrogance sans limite. Cette agra, cette fierté de faire baisser les yeux aux autres, était notre drogue, plus puissante que n'importe quelle coke. On se sentait au-dessus des lois, au-dessus des hommes. On pensait que rien ni personne ne pouvait nous arrêter dans notre ascension fulgurante. Moi, Crimo, J, était le soldat, le mec de confiance. J'avais mon survêt de l'OM saison 2017, une casquette Lacoste noire vissée sur le crâne et mes TN blanches, neuves, immaculées. Ma calache, une vieille AKM avec une crosse en bois usée par des dizaines de mains avant les miennes, reposait sur mes genoux. Était plus qu'une arme. Était un sceptre, le symbole de notre pouvoir. Je me sentais invincible, un seigneur de guerre sur l'asphalte. Le plan était d'une simplicité brutale. Un tuyau en or, soi-disant, d'un contact au port de Marseille. Un camion, un simple Scania, transportant plusieurs centaines de kilos de cocaïne appartenant à un clan rival des quartiers Est. Le braquer. Ça, c'était faire d'une pierre deux coups. On récupérait une marchandise d'une valeur colossale et on humiliait nos concurrents sur leur propre terrain. On allait marquer notre territoire, graver notre nom dans la légende du grand banditisme marseillais. Notre confiance était notre plus grande faiblesse. On a à peine fait de repérage. Le tuyau semblait solide, l'opportunité trop belle. La chaleur écrasante nous rendait nonchalants, presque paresseux. On connaissait l'asset par cœur. C'était notre terrain de jeu pour les go fast, notre autoroute personnelle. On pensait que l'opération serait une simple formalité, un charbon de plus, mais avec un butin exceptionnel. L'appât du gain et l'ego nous avaient complètement aveuglés. Dans la RS6, l'ambiance était électrique, un mélange d'adrénaline et de camaraderie virile. On se chambrait, on riait fort, on parlait de ce qu'on allait faire avec tout cet oseille. Sofiane voulait une nouvelle voiture. Yacine rêvait d'un investissement à Dubaï. Moi, je voulais juste la reconnaissance, le respect absolu. On était des frères d'armes allant au combat, totalement inconscients que nous n'étions que des agneaux se dirigeant tout droit vers l'abattoir. On s'est posté sur l'aire de repos de Lançon-Provence, à l'ombre précaire d'un pin parasol. La RS6 était garée en marche arrière, prête à bondir, le moteur tournant pour garder l'habitacle au frais. Une Clio de guet avec deux petites de la cité à bord était positionnée quelques kilomètres en amont pour nous donner le signal. L'air était si chaud qu'il semblait vibrer, et le chant des cigales était assourdissant, comme une alarme que nous n'écoutions pas. Puis le téléphone a vibré. Un simple message, Scania blanc, immatriculé en Pologne. Il arrive. Dans 5 minutes. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Un tambour dans ma poitrine. Sofiane a écrasé sa cigarette sur le bitume. Yacine a armé sa calache avec un claquement métallique sec qui a résonné dans la voiture. Était le moment. Le charbon commençait. La tension était palpable. On pouvait la couper au couteau. L'heure de la récolte était venue. Il est apparu au loin, une masse blanche et lente se traînant sur la voie de droite, écrasée par le soleil. Un camion comme des milliers d'autres qui sillonnent cette autoroute chaque jour. Il correspondait parfaitement à la description. Lourd, fatigué, vulnérable. La proie parfaite. On l'a laissé passer. Le temps qui laisse éloigne un peu de l'air de repos pour ne pas attirer l'attention. Tout se déroulait exactement comme prévu, sans le moindre accroc. On l'a observé à la jumelle pendant quelques secondes. Le chauffeur, un type d'une 50aine d'années, le visage buriné, un peu bedonnant, avec un simple polo. Il avait l'air d'un prolo, un vieux charclos qui finissait sa semaine. Un miskin qui n'allait rien comprendre à ce qui lui arrivait. On s'est regardé, un sourire de prédateur sur les lèvres. Était trop facile, presque décevant. On allait plier ça en moins de 2 minutes. Wesh, regarde-le ce clochard, il va se pisser dessus, a lâché Yacine en ricanant. Ça va être une formalité, les frères. On prend la marchandise et on se casse. Sofiane a hoché la tête, le regard fixé sur le camion. Il n'y avait aucun doute dans nos esprits, aucune hésitation. On était les loups, et ce camion était le mouton. L'arrogance nous avait rendus sourds et aveugles aux dangers qui se cachaient derrière cette façade banale.
La RS6 a rugi et a décollé de l'aire de repos, avalant l'asphalte en quelques secondes. On a rattrapé le Scania sans difficulté. Au même moment, la Clio s'est rabattue devant lui, le forçant à ralentir brutalement. On s'est collé à sa gauche, lui fermant toute issue. Le plan se déroulait à la perfection, une chorégraphie mortelle que nous avions répétée des dizaines de fois. On l'a forcé à s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence. Le piège était refermé. Yacine et moi, on a sauté de la voiture avant même qu'elle ne soit complètement arrêtée. Les portières sont restées ouvertes. Sofiane au volant, moteur hurlant, prête à déguerpir. On a couru vers la cabine, nos kalachnikovs pointés droit sur la vitre du conducteur. La scène était surréaliste sous le soleil de plomb. 2 mecs en survêtement, avec des armes de guerre paralysant le trafic sur l'une des autoroutes les plus fréquentées d'Europe, l'air vibrant de chaleur et de menace. Descends, descends de là, le vieux, les mains sur la tête. J'ai hurlé, la voix déformée par l'adrénaline. On va pas le répéter. Dépêche-toi! Ma voix résonnait contre le métal du camion. Des voitures ralentissaient, des visages curieux et effrayés derrière les vitres. On était les maîtres du monde, à cet instant précis. On tenait la vie de cet homme et le destin de cette autoroute entre nos mains, et cette sensation de pouvoir absolu était notre plus grande drogue. La portière du camion s'est ouverte, mais avec une lenteur calculée, sans aucune panique. C était le premier détail qui clochait. Pas de tremblement, pas de supplication. Le chauffeur est descendu de sa cabine, posant ses pieds sur le marchepied avec une assurance déconcertante. Il nous a fait face. Il n'avait pas peur. Ses yeux, d'un bleu glacial, analysaient tout. Notre position, nos armes, nos angles morts. Il ne était pas une victime. Il était un observateur. Il ne ressemblait pas à un homme effrayé. Son calme était une insulte. Une anomalie terrifiante dans notre scénario parfaitement huilé. Il nous a regardés, Yacine et moi, l'un après l'autre, comme s'il nous évaluait, comme s'il calculait le niveau de menace que nous représentions. C était un regard que je n'avais jamais vu. Pas la peur d'un civil, mais la concentration glaciale d'un professionnel. Un frisson a parcouru mon échine malgré les 38 degrés ambiants. Le chauffeur n'a pas mis les mains sur la tête. Il les a gardées le long de son corps, légèrement écartées, les paumes ouvertes. Un geste de non-agression qui était pourtant plein de menaces contenues. Il nous a jaugé du regard, et sa présence seule a changé toute la dynamique de la scène. L'air est devenu plus lourd, plus dense. Le bruit des voitures qui passaient semblait se éloigner, comme si nous étions dans une bulle de silence tendu. Tu aurais fait quoi à ma place? Tu continues. Tu suis le plan. Ou tu écoutes cette petite voix dans ta tête qui te hurle que quelque chose est fondamentalement anormal. J'ai choisi d'ignorer cette voix. La agra, l'ego, la pression du groupe. On ne pouvait pas reculer. Reculer. CE était la honte, la fin de notre réputation. Alors j'ai resserré ma prise sur ma calache. J'ai fait un pas en avant, essayant de reprendre le contrôle par l'intimidation. « T'es sourd ou quoi, le vieux ?»« J'ai dit les mains sur la tête !» a crié Yacine, sa voix trahissant une pointe de nervosité. Il sentait la même chose que moi. Ce calme était un poison. Le chauffeur a alors tourné son regard vers Yacine, sans la moindre trace d'émotion. Il a juste secoué la tête, très lentement, comme un père qui gronderait son enfant pour une bêtise. Ce simple geste était plus effrayant que n'importe quelle menace verbale. Puis il a parlé. Sa voix était posée, grave, sans la moindre vibration. « Les gars, vous faites une très grosse erreur. Ce N n'était pas une supplique. C était un constat, un avertissement. Il nous donnait une dernière chance de partir, de sauver nos vies. Mais nous étions trop jeunes, trop arrogants pour comprendre. Pour nous, C était juste un vieux qui tentait un coup de bluff. L'erreur de notre vie. Le dernier son de raison avant le déchaînement de l'enfer. Le doute s'est insinué en moi comme un venin glacial. J'ai regardé ses mains. Des mains calleuses, puissantes, pas celles d'un simple routier. J'ai regardé sa posture, bien campé sur ses jambes, prêt à bondir. J'ai remarqué le léger renflement sous son polo, juste au-dessus de la ceinture. Un holster dissimulé. Ce N n'était pas un char clos. C était autre chose. Une chose que nous n'aurions jamais dû déranger. J'ai compris à cet instant précis qu'on avait merdé. On était déjà mort. Yacine n'a pas supporté cette provocation. L'humiliation de se faire tenir tête par ce vieux a fait sauter ses plombs. Il a hurlé un « ferme ta gueule » et s'est avancé pour lui donner un coup avec la crosse de sa calache. Il voulait le briser, lui rappeler qui commandait.
Ce mouvement, ce geste d'agression ultime, a été le déclencheur. Il a signé l'arrêt de mort de Yacine, et le nôtre par la même occasion, en une fraction de seconde d'arrogance pure. L'explosion a été un éclair de violence pure. Une chorégraphie de mort si rapide que mon cerveau n'a pas pu la traiter. Le mouvement du chauffeur était inhumain. Au lieu de reculer, il a pivoté sur lui-même, utilisant l'élan de Yacine contre lui. Il a dévié le coup de crosse avec son avant-bras, tout en utilisant la portière ouverte du camion comme bouclier et comme point d'appui. En une fraction de seconde, il était hors de la ligne de mire, déjà en action. Avant même que Yacine ne puisse comprendre son échec, le chauffeur avait sorti une arme de poing de sous sa veste, un SIG Sauer P226. Je l'ai su plus tard. Il n'a pas visé. Il a pointé et tiré. 2 détonations sèches, précises, chirurgicales. Pas. Le bruit a claqué dans l'air surchauffé. Yacine s'est effondré comme une poupée de chiffon, une fleur rouge sang s'épanouissant sur son front. Il était mort avant même de toucher le sol. Sans la moindre pause, le prédateur a pivoté vers la RS6. Sofiane, pétrifiée derrière son volant, a eu juste le temps d'écarquiller les yeux. Pas. 2 autres tirs. Les balles ont traversé le pare-brise comme du beurre. Sofiane a été projetée en arrière sur son siège, sa tête heurtant violemment la vitre latérale. La voiture, privée de son pilote, a fait une embardée et a heurté doucement la glissière de sécurité. Le silence est retombé, seulement troublé par le moteur qui tournait encore. Mon monde s'est arrêté. J était paralysé, le souffle coupé, incapable de comprendre la vitesse et la précision de l'exécution. J'ai tenté de lever ma calache, de tirer une rafale, n'importe quoi. Mais mes mains tremblaient, ma gâchette semblait peser une tonne. L'arme s'est enrayée. Un clic dérisoire face à ce monstre d'efficacité. J était un amateur, un enfant avec un jouet trop grand pour lui, face à un professionnel de la mort, et je venais de le comprendre. Le légionnaire était déjà sur moi. Il a couvert les quelques mètres qui nous séparaient en une foulée. Il n'a pas tiré. Il n'en avait pas besoin. Il a attrapé le canon de ma calache et l'a tordu avec une force surhumaine. D'un mouvement sec, il m'a appliqué une clé de bras qui a disloqué mon épaule dans un craquement sinistre. La douleur a explosé dans mon corps, une vague de feu qui m'a submergé et m'a fait lâcher mon arme. Je suis tombé à genoux, hurlant de douleur et de terreur, l'arme arrachée de mes mains. En moins de 5 secondes, le rapport de force S était inversé de la manière la plus brutale qui soit. Les prédateurs étaient devenus des proies. Yacine et Sofiane étaient morts, et J était neutralisé, brisé, à la merci d'un homme qui venait de démanteler notre équipe avec une facilité déconcertante. Le roi de la cité N était plus qu'un gamin qui pleurait sur le goudron brûlant. Le combat était terminé. Le silence était assourdissant, seulement brisé par mes propres sanglots et le ronronnement du moteur de la RS6. Le chauffeur, qui n'était plus un chauffeur mais un bourreau, se tenait au-dessus de moi, son arme pointée vers le sol, respirant calmement. Il a sorti un téléphone satellite de sa poche et a passé un appel discret, parlant dans une langue que je ne reconnaissais pas. Il n'a pas dit plus de 10 mots avant de raccrocher. Moins de 3 minutes plus tard, l'impensable s'est produit. 2 Peugeot 508 noirs banalisés sont arrivés à pleine vitesse, à contresens sur l'autoroute, forçant les voitures S écartées dans un concert de klaxons. Elles se sont arrêtées en travers de la route, bloquant toute la circulation. Des hommes en civil en sont sortis, armés, se déplaçant avec une coordination militaire. Ils n'étaient pas des Schmitt. C était autre chose, bien plus haut dans la chaîne alimentaire, une force que nous n'aurions jamais dû provoquer. Ils ont sécurisé le périmètre avec une efficacité glaçante, sans un mot, communiquant par des gestes. L'un d'eux est venu vers moi, m'a mis à plat ventre et m'a menotté les mains dans le dos avec une brutalité professionnelle. La BAC et les gendarmes sont arrivés bien plus tard, toutes sirènes hurlantes. Mais ils ont été maintenus à distance par ces hommes en civil qui leur ont montré une carte ou un badge qui les a immédiatement calmés. Ils n'avaient aucune autorité ici. L'humiliation suprême. Moi, Crimo, le caïd des quartiers nord, celui qui faisait trembler les anciens, j'y étais à genoux sur le goudron, pleurant comme un enfant, le visage couvert de morve et de larmes. Pendant ce temps, le légionnaire, l'adjudant du 2e rep, comme je l'apprendrai plus tard, récupérait froidement les douilles de son SIG Sauer sur la scène de crime, effaçant les preuves de son intervention. Il nettoyait son travail, comme un artisan après une journée bien remplie.
La version officielle, celle que vous avez lue dans la Provence ou vue sur BFM TV, parlait d'un violent règlement de compte sur l'A7 et privilégiait la piste du narco-banditisme. Un mensonge des États pour couvrir une opération secrète. Mes frères N n'étaient pas morts dans une guerre de gang. Ils avaient été éliminés par un soldat des élites protégeant un secret défense. Nous, n'étions qu'un dommage collatéral. Une note de bas de page dans un rapport classifié. On m'a relevé sans ménagement et traîné vers une des 508 noirs. Pas de droit, pas de question. Juste une cagoule sur la tête et un silence de mort dans la voiture. J'ai compris à ce moment-là que je ne verrais jamais un tribunal classique. Ma sentence ne serait pas prononcée par un juge en robe noire, mais par des ombres en costume qui servent une justice plus rapide et bien plus sombre. J était sorti du système judiciaire pour entrer dans celui des secrets des États. Le dernier son que j'ai entendu avant que la portière ne se referme, c'est « était la voix d'un des hommes en civil s'adressant à un officier de gendarmerie médusé. « C'est notre juridiction, mon colonel. L'adjudant transportait du matériel sensible pour la DGSE. L'incident est clos. L'adjudant. La DGSE. » Les mots flottaient en l'air, lourds de sens. On n'avait pas braqué un camion de drogue. On avait déclaré la guerre à la France sans même le savoir. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, ne me cherche pas au Baumette. Je n'ai jamais eu de vrai procès. Pas d'avocat commis d'office. Rien de tout ça. Ils m'ont jeté dans un trou. Une prison de haute sécurité quelque part près de Paris. Un cube de béton sans fenêtre éclairé au néon. J'ai été interrogé pendant des mois par des gens qui ne sont pas des flics, des hommes en costume gris qui ne se présentaient jamais. Je ne suis plus un détenu. Je suis un secret, un fantôme dans le système. J'ai vieilli de 20 ans en 6 ans. Mon reflet dans la gamelle en métal me renvoie l'image d'un homme brisé, fini, les cheveux gris avant l'heure. Je suis hanté chaque nuit par les visages de Sofiane et Yacine, et surtout par les yeux bleus et froids de ce soldat. Lui, l'adjudant, il est sûrement quelque part en Afrique ou au Moyen-Orient, continuant sa mission pour la France. Il a probablement oublié mon visage. Je n'étais qu'un insecte écrasé sur son pare-brise. On se prenait pour des loups, les maîtres de la jungle de béton. On pensait que nos calaches faisaient de nous des rois, que la loi de la rue était la seule qui comptait vraiment. On distribuait la Agra à tour de bras. On se nourrissait de la peur des plus faibles, des miskines qui baissèrent les yeux. Mais ce jour-là, sur cette putain d'autoroute, on n'a pas attaqué un autre loup ou un mouton égaré. On a attaqué le berger. La leçon, la voilà. La vraie Agra, ce n'est pas celle que tu fais subir à un mec d'une cité rivale pour une histoire de territoire. La vraie humiliation, c'est celle que l'État te fait subir en silence quand tu touches, même sans le savoir, à ses secrets les plus profonds. Il y a toujours un prédateur plus gros, plus fort, plus impitoyable que toi dans la chaîne alimentaire. Et nous, ce jour-là, on a juste servi d'exemple. Un exemple sanglant gravé à jamais dans le bitume de l'A7.